Sangye chodan soke chonamla Yanju bado danni kyapsuchi Daigi jinso gye pet sannamke Lola penche sangye dupasho. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par cette session de révision, puisse-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par cette session de révision, puisse-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Donc j'ai pensé survoler ce qu'on a fait, non? Depuis hier? Survoler. Je me mouille pas trop. Oui, je disais, quand c'est difficile et qu'on sent qu'on n'est plus trop en contrôle, le mieux c'est de lâcher et de se dire on fait ce qu'on peut. Hein. Et donc, vous avez remarqué peut-être que Geshe-la reprend là ce week-end les systèmes des écoles philosophiques, les 4 systèmes des écoles philosophiques, le Drupta qu'on a étudié il y a 2 ans au Pays-Bas. Donc tout ce que Geshe-la dit, on l'a déjà vu. Hein. Donc vous avez quelque part, vous avez vos notes, etc. Oui. Donc c'est loin, mais bon, c'est pas, c'est quelque chose, vous pouvez retourner à vos notes, etc. si vous voulez approfondir. Et aussi, il y a 2 livres de référence, hein, je vous le rappelle. Donc celui de Ginyu Len, mais je crois qu'il est plus là, Apparence et réalité. Hein. Et celui-ci, Les 2 vérités dans les 4 écoles, qui est vraiment un bijou. Hein. Donc c'est très utile, qui reprend les points que l'on aborde, que Geshe-la a abordé, et qui est très utile. Ensuite, si vous voulez aussi revoir, ça doit être sur... c'était 4 week-ends qu'on a fait sur le Drupta en 2014, hein, et c'est sur le site. Ouais. Donc voilà les ressources. Sinon, bon, je vais essayer de survoler, comme j'ai dit, les différents points de ce que Geshe-la a dit. Donc d'abord, au début, Geshe-la a commencé par expliquer le terme tibétain, en fait, que l'on utilise pour dire les écoles philosophiques. Hein. En anglais, on dit les tenets. Hein. Les 4 écoles. En fait, en tibétain, c'est Drupta. En tibétain, on dit Drupeta. Hein. Donc, ta, c'est la limite. Et Drupé, c'est établi. Hein, ce qui est établi comme limite. Donc, il a expliqué ça au début, Geshe-la. Hein. Il a dit il y a une analyse qui conduit à une certitude. On arrive à une conclusion. Quelquefois, on dit limite ou conclusion établie. Et donc, c'est la vue qui est établie à laquelle on parvient dans un certain système. Et à laquelle on s'arrête quelque part pour déterminer quelles sont un peu les assertions de ce système philosophique. Hein. Donc, il a expliqué, il y a 4 systèmes bouddhistes, les systèmes inférieurs sont réfutés et dépassés par ceux qui suivent, hein, les 4. Ils s'inscrivent en fait, ceux qui viennent après réfutent les premiers, hein, mais ils s'appuient dessus aussi. Donc c'est un développement du premier au dernier, et donc c'est pour ça aussi que les premiers sont beaucoup plus simples quelque part.
c'est un peu une construction. Au début, c'est beaucoup plus simple, et puis plus ça va, plus c'est élaboré finalement, pour arriver à des vues assez élaborées et peut-être plus difficiles à comprendre aussi, parce qu'il y a des divisions dans les différentes écoles. Il y a par exemple, dans les Sotantrika, il y a ceux qui suivent le raisonnement et ceux qui suivent les écritures. Donc dans plusieurs écoles, il y a des divisions. Et donc plus ça va, plus c'est élaboré, plus c'est un peu compliqué. Donc tous les systèmes considèrent que les émotions perturbatrices doivent être diminuées ou éradiquées. Donc c'est ça le but, c'est d'éradiquer les émotions perturbatrices qui sont la cause de la souffrance pour arriver à la libération. Et quand on parle d'émotions perturbatrices, évidemment la racine c'est toujours l'ignorance qui conçoit un soi. Donc la base c'est ça quelque part. À partir de laquelle en fait les autres émotions, d'où les autres émotions découlent. L'attachement, l'aversion, l'orgueil, etc. Tout ça vient de cette saisie du soi, qui va être déterminée de différentes façons dans différents systèmes. Donc d'abord, Geshe a parlé des courants non bouddhistes. Et donc dans les courants non bouddhistes, il y a ceux qui tombent dans le nihilisme et ceux qui tombent dans l'éternalisme. Donc toutes les écoles bouddhistes, quelque part, disent qu'elles sont au milieu. Et ils ont leur propre définition du milieu. Ils ont leur propre définition du milieu. Et donc, il a parlé, je ne vais pas y revenir trop, mais donc les nihilistes qui ne croient pas au karma et aux résultats, ni aux vies antérieures et ultérieures. On les appelle aussi les matérialistes ou les hédonistes. Les choses arrivent sans cause. Et donc, pour les autres, ce sont des vues fausses. Et donc, cela étant, ils sont loin de la libération de l'éveil. Ils ne tiennent pas compte du karma et ils se retrouvent dans des mauvaises destinées. Donc ça, c'est ceux qui tombent dans le nihilisme. Et puis après, il y a les autres qui penchent vers l'éternalisme. Donc, Geshe a parlé par exemple les Samkhya, qui acceptent les causes et les effets, les vies passées et futures, et une libération selon leurs propres termes. Et donc là, Geshe a décrit, à ce moment-là, à l'aide de Shiné, il développe la vue profonde, mais pas sur la vacuité. Ils utilisent la vue profonde qui sert en fait à analyser quoi? À analyser donc les bienfaits et les désagréments des différents niveaux, d'existence. Et donc, Geshe a dit il considère que les souffrances viennent des émotions perturbatrices, un certain niveau d'émotions perturbatrices, et que notre état d'existence dans le monde du désir, dans cet état d'existence, on est en proie à la souffrance la plupart du temps. Et donc, ils veulent se libérer des souffrances du monde du désir. Vous savez, on parle des trois mondes, le monde du désir, de la forme et du sans forme. Et donc, ils se libèrent des perturbations manifestes du monde du désir, et donc ils atteignent des endroits de plus en plus élevés dans les mondes de la forme et du sans forme, jusqu'au sommet du samsara. Et Et donc quand ils arrivent à la cime de l'existence, le sommet du samsara, donc ces différents niveaux, ils sont divisés aussi. Le royaume ou le monde du désir, vous savez, il est divisé dans les 6 types d'êtres, les 6 royaumes. Les enfers, les prétas, les humains, les dieux, les demi-dieux et les dieux, dans le monde du désir. Et après, dans les mondes de la forme et du sans forme, ce sont des mondes supérieurs où c'est des dieux. Et donc, et ils sont aussi divisés en plusieurs parties. Par exemple, le monde de la forme est divisé dans les 4 types de concentration.
Et le monde du sans-forme est aussi divisé en 4 étapes. Et la dernière, c'est la cime de l'existence cyclique ou le sommet du samsara. Mais c'est le sommet qui ne dépasse pas, qui est à l'intérieur. Quand on dit sommet, on se voit au-dessus. Mais là, ce n'est pas au-dessus dans la mesure où on arrive à l'état le plus élevé qui est possible dans le cycle des existences. Mais ça n'est pas la libération. Parce qu'ils n'ont pas éliminé la racine des perturbations. Et ce sentier, ça s'appelle le sentier qui compare le grossier et le paisible et le grossier. C'est-à-dire que chaque niveau, en comparant les niveaux inférieurs comme étant grossiers et les niveaux supérieurs étant paisibles, de cette façon-là, ils ascendent jusqu'au sommet. Là, Geshe a dit que, par exemple, ce type de méditation, ça peut nous inspirer, par exemple, pour comment procéder avec les perturbations. En comparant, par exemple, des niveaux d'état d'esprit dans lesquels on est dominé par une perturbation, comme par exemple l'attachement ou l'aversion, etc. Et en comparant comment, si on est libre de ça, la paix qu'il y a, le grossier et le paisible, en fait. On peut utiliser ce genre de méditation, Geshe l'a dit, ça peut nous inspirer à faire ce travail sur les perturbations. Voir les inconvénients de ces états d'esprit perturbés et voir les bienfaits d'en être libéré. Même à un niveau très manifeste, disons, très élémentaire. Donc, et donc le problème, c'est qu'ils n'ont pas éliminé les perturbations à la racine, et ils retombent dans des états inférieurs. Et donc, comme ils n'ont pas éliminé la racine, parce qu'ils croient en fait à un soi qui est permanent, unitaire et indépendant. Une entité permanente qui va de vie en vie, qui atteint l'éveil. Et donc, à cause de ça, il crée du karma. Mais, donc, il reste en fait enchaîné. À cause de ça, il reste enchaîné. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand ils arrivent au sommet du samsara, il n'y a rien d'autre où aller, de leur point de vue. Et donc, à la mort, ils retombent dans des états inférieurs, évidemment, puisqu'ils sont au sommet, donc ils ne peuvent que retomber. Et donc, ils développent la vue fausse que la libération n'existe pas, parce qu'ils pensaient avoir atteint la libération, comme ils sont arrivés au sommet. Et donc, quand ils retombent, ils disent, il n'y a pas de libération, ils développent des vues fausses, qui est en fait un karma très, très lourd. Donc, à partir de là, on a commencé à parler de ce soi de la personne qui est une entité permanente, unitaire, indépendante. Et donc, cette entité, ce soi, il est vu comme étant quelque chose d'autre que les agrégats et n'étant pas relié aux agrégats. C'est-à-dire la personne ou le soi est permanente, unitaire, permanente, donc elle ne change pas. Et elle n'est pas vue comme... elle est vue comme étant quelque chose d'autre que les agrégats. Donc il y a une inadéquation entre le soi, la personne, et ce qui constitue la personne, les agrégats. Parce que la personne, elle est faite d'agrégats impermanents, constitués de parties, donc dépendant de causes et de conditions qui les ont produits. Et ici, il pose une personne qui est permanente, donc complètement autre chose que les agrégats, qui est unitaire, ça veut dire qu'elle n'est pas faite de parties, elle est une et indivisible, la personne. Et donc ils affirment une essence de la personne. Et ça, c'est la conception de l'existence en soi la plus grossière. Si vous voyez dans vos tableaux, toutes les écoles, sauf les prasangika, les conséquentialistes, dans le tableau du non-soi grossier et subtil, cette personne étant vide, d'être permanente, unitaire et indépendante, c'est le non-soi grossier, donc c'est le niveau grossier.
Donc le soi, l'appréhension d'une telle personne, c'est le niveau le plus grossier de la conception du soi. Donc le soi est permanent, il n'est ni cause et effet. Donc ensuite, bon, Geshe l'a dit qu'il pose un principe général. Quelquefois, il parle aussi d'un Indra, le dieu Indra, qui est permanent, qui crée tout. Donc il y a différentes écoles. Soit il parle d'Indra, qui crée tout, qui est permanent, qui crée le bonheur et la souffrance. Soit il parle du Chitto, le principe général, qui est la cause de tout, qui est permanent. Donc pour les bouddhistes, c'est complètement incohérent, parce que pour les bouddhistes, quelque chose de permanent ne peut pas créer. Parce que la création, ça veut dire changement. Ça veut dire qu'une cause, en produisant un effet, elle se transforme. Donc un phénomène permanent ne peut rien produire, n'a pas le pouvoir de produire quoi que ce soit. Pour produire, il faut un phénomène efficient, apte à accomplir une fonction, pour produire quelque chose. Et donc, il tombe dans l'extrême de la réification. Et donc, ce genre de saisie du soi, on dit que c'est pas inné, que c'est appris ou acquis. Parce que, en fait, pour les bouddhistes, toutes les écoles bouddhistes s'accordent à dire que la racine des perturbations, l'ignorance qui est à la racine des perturbations et qui est à la racine de l'existence cyclique, ça doit être une saisie innée, pas quelque chose d'appris. Parce que c'est quelque chose que tous les êtres ont, ça veut dire que même les animaux l'ont. Donc les animaux, ils sont pas affectés par des philosophies ou des religions, etc. Donc ils n'ont pas de saisie acquise. Et eux aussi, ils tournent dans l'existence cyclique. Donc la racine de l'existence cyclique, ça doit être la conception d'un soi inné. Et donc pour les bouddhistes, les émotions perturbatrices, toute émotion perturbatrice a sa source dans la conception d'un soi qui a une existence autonome et substantielle. Et ça, c'est ce qui est, bon, dans les tableaux, ce qu'on a comme soi subtil. La réalisation de l'absence de ce soi, c'est la réalisation du non-soi subtil de la personne, dans toutes les écoles. La personne qui est vide d'être, d'avoir une telle existence autonome et substantielle. Donc je l'ai aussi parlé des 4 sceaux. Tous les bouddhistes s'accordent sur les 4 sceaux. Tous les phénomènes composés sont impermanents. Tous les êtres contaminés sont de la nature de la souffrance. Donc tous les phénomènes sont sans soi et vides et dépourvus d'un soi. Et le nirvana est la paix. Donc ça, tous les bouddhistes vont accepter ces 4. Et donc, les résultats de bonheur et de souffrance, c'est la réunion d'une multitude de causes et de conditions qui vont donner un résultat. Quelque chose ne peut pas être créé par un être ou quelque chose de permanent. Quelque chose va être produit par une multitude de causes et de conditions. Par exemple, les résultats de bonheur et de souffrance qui ne durent pas, mais elles viennent de causes et de conditions. Sans cause et conditions, ces résultats n'existent pas. Les résultats n'existent pas non plus sans cause. Et ils ne viennent pas non plus d'autre chose que leur cause. C'est un peu le raisonnement. Tout doit venir de sa propre cause. Donc, les causes de la souffrance, c'est les perturbations. Et
Et la racine de tout ça, c'est la conception d'un soi, donc qui a une existence autonome et substantielle. Donc, toutes les écoles bouddhistes s'accordent à dire qu'un tel soi est la racine des perturbations. Et c'est ça dont il faut se débarrasser. Hein. Donc, une personne qui a une existence autonome et substantielle. On a parlé un peu pendant la méditation hier. Hein, la méditation, on a fait un peu la méditation sur comment ils sont décrits en général, ces deux soi. Hein, on a fait la méditation un peu sur le soi. En général, dans les textes, on décrit le jeu, le soi qui est permanent, unitaire et indépendant. Il est dit qu'il est, c'est comme s'il était, il était complètement indifférent, complètement séparé des agrégats. Il est à l'intérieur des agrégats, mais comme quelque chose d'une nature complètement différente. Hein. Alors que l'autre, le soi, qui a une existence autonome et substantielle, c'est quelque chose qui est beaucoup perçu. Geshe-la l'a décrit un peu pendant les enseignements. Hein. C'est quelque chose qui est perçu en général, qui est à l'intérieur des agrégats, qui est séparé des agrégats, mais qui est même quand même beaucoup plus proche que les agrégats. Comme la définition qui est donnée, l'idée qui est donnée souvent, c'est ça, c'est que comme par exemple dans une équipe de marchands, hein, donc tous sont des marchands, mais il y a le chef d'équipe, disons. Hein. Donc le chef d'équipe, il contrôle les autres, hein, mais c'est quand même un marchand. Hein. Donc ici, le jeu, c'est pareil. Le jeu qui a une existence autonome et substantielle, il est vu comme il contrôle les agrégats, mais il est quand même d'une certaine façon de la nature des agrégats. C'est comme ça qu'on le perçoit. Hein. Geshe-la a un peu aussi, plus tard, en fait, c'était hier, en fin de cours pratiquement, il a décrit les deux types de saisie du soi. Hein. Donc la première est acquise, c'est le soi qui est permanent, unitaire, indépendant, et le deuxième est inné. Hein. Et le premier, en fait, il est complètement autre chose. Il est complètement un objet différent des agrégats, hein, sans relation avec les agrégats. Et l'autre, en fait, la saisie innée, il dit c'est pas forcément clair. Hein. C'est un concept fluctuant. Donc, ceci dit, donc il y a 4 systèmes bouddhistes. Donc dans chaque école, on parle de la base, du chemin et des résultats. La base, c'est les deux vérités. Tous les phénomènes sont inclus dans les deux. Tous les phénomènes sont soit l'un, soit l'autre. Tous les phénomènes, on appelle ça quelquefois aussi les connaissables. Les phénomènes ou tout ce qui existe, les phénomènes, les existants, c'est ce qui est susceptible d'être l'objet d'une conscience connaissable. C'est un peu un synonyme. Si c'est inconnaissable, c'est forcément inclus dans l'une ou l'autre des catégories, des deux vérités. Donc, en comprenant la nature de ces deux, on comprend le chemin pour s'extraire. Donc, la vérité relative est le moyen, la vérité ultime est l'issue. Grâce à la compréhension de la vérité relative, on va accéder à la vérité ultime qui permettra de se libérer. Donc, je vais avancer. Donc les 4 écoles vont concevoir, affirmer des théories différentes concernant les deux vérités. En fait, si vous lisez ce livre, il est très bien ce livre. Bon, c'est un Geshe qui avait, dans les années 90, il avait enseigné ici, il était venu 2 fois. Et donc il y a 2 livres qui ont été faits, celui-là et puis l'autre c'était
c'était, je sais plus quoi, mais c'était sur la voie du milieu. Hein. Donc c'est le prolongement de ça. Oui, il venait avant l'autre, mais c'était surtout sur le système de la voie du milieu. Et donc ici, il avait plutôt développé les autres systèmes. Exactement, c'est un transcript bleu. Ouais. Comment? Ah ouais. Ouais, c'était un transcript bleu. Donc, ah oui, il y a une chose là que je voulais vous lire de ce livre. Voyons si je le trouve. Juste pour vous donner... Ça se trouve à la page 18. Hein. L'idée du soi est l'idée qu'il y a une entité substantielle qui est différente de l'ensemble des parties fonctionnant dans une certaine disposition. C'est-à-dire, il y a un ensemble de parties physiques et mentales, par exemple pour la personne, qui fonctionnent, qui sont dans une certaine disposition, hein, un certain agencement de parties, qui fonctionnent, il y a un ensemble. Et donc l'idée qu'il y a une entité substantielle à l'intérieur de ça, qui soit différente des parties agencées, donc c'est ça l'idée du soi. Donc la façon d'éliminer cette ignorance est de comprendre qu'il n'y a pas de soi. On y arrive en analysant la personne de façon répétée en ses éléments. On analyse la personne dans les éléments qui la constituent et c'est comme ça qu'on arrive à voir est-ce qu'il y a un soi ou pas. Quelque chose qui est séparé des agrégats ou qui est dans les agrégats. Donc, nous pensons que nous contrôlons les choses, que ce jeu très solide et substantiel contrôle les choses. C'est cela l'ignorance. La vérité, c'est qu'il y a peut-être bien une personne, mais cette personne est le résultat de la coopération d'un nombre infini d'éléments non personnels, et que ce sont ces éléments non personnels qui en fait nous contrôlent beaucoup plus que nous les contrôlons nous-mêmes. Hein? On peut bien se rendre compte de cela, ne serait-ce qu'avec son propre corps. Je peux bien sûr le mettre dans une certaine disposition, mais ce corps est quelque chose qui m'échappe à 90%. On ne choisit pas son corps, on change, on vieillit, on n'y peut rien. Le corps et l'esprit sont faits d'éléments impersonnels qui interagissent les uns avec les autres. C'est à partir de ces éléments que nous existons. Alors que dans notre vue, ce sont ces éléments qui existent pour nous, qui sont à notre service. C'est comme si ces éléments émanaient de nous, qu'ils existaient par ordre d'importance à partir de nous. Pourtant, en réalité, c'est exactement le contraire. Bon, c'est ça, la vue égocentrique. Donc, on a essayé de faire ça un petit peu en méditation aussi. Et c'est ça qu'on dit aussi, par exemple, quand on parle d'un jeu, hein, quand on parle de la vacuité d'un soi autosuffisant existant substantiellement, hein, donc ce jeu, il apparaît comme ça, il apparaît comme un jeu qui contrôle les agrégats, qui semble exister au centre des agrégats, mais qui est un peu séparé et qui contrôle le tout, hein, et qui fait le chef des marchands. Hein. Et donc, c'est ça la question. Le jeu, il nous apparaît, bon, je répète ce que je viens de dire, mais est-ce qu'il nous apparaît comme si... En réalité, le jeu, il dépend complètement du corps et de l'esprit. Hein, alors que il nous apparaît souvent comme... il y a le jeu et ces éléments en fait qui viennent à la suite, hein, et qui sont sous mon contrôle. Donc ça, c'était aussi la description de ce soi qui est une existence substantielle et autonome. Hein. Donc c'est bien essayer de le ramener à notre propre expérience. Hein. C'est de cette façon que c'est décrit, qu'il est décrit.
Donc il y a eu une... C'est ça, tu parles de la citation, l'entrée au milieu. Ah, le texte de Chandrakirti, c'est l'entrée au milieu. Mais j'ai pas réussi à marquer la totalité de la citation. Mais ça commence. La vérité relative est le moyen, la vérité ultime est l'issue. Et après, j'ai pas pu tout. Mais c'est l'entrée au milieu de Chandrakirti. Ouais. Donc, le Bouddha n'a pas clairement dit que les phénomènes sont dénués d'existence véritable pour pouvoir conduire les êtres attachés à une existence autonome et substantielle à partir de ce niveau. Donc le Bouddha, si on va dans différents niveaux, on arrive finalement que tout est dépourvu d'existence véritable. Et ça, c'est la vue, on peut dire, la plus élaborée, finale, hein, de celle de l'école des Prasangika, hein, de la voie du milieu des conséquentialistes, Prasangika en sanskrit. Et ça, c'est la vue finale. Et le plus souvent, quand vous entendez parler de la vacuité, c'est ce que disait Geshe-la, hein, en dehors du Drupta, des écoles philosophiques, c'est de ça qu'on parle. On dit qu'il n'y a pas d'existence véritable, parce qu'on s'en tient à la vue la plus élevée. Et donc, d'un côté, c'est plus facile. Après, quand on commence à voir toutes les différentes écoles, ça devient compliqué. Hein. Mais donc, le Bouddha, il n'a pas enseigné la vue, disons, ultime, finale à tous, hein, parce que, en fait, il a tenu compte en fait des niveaux et des niveaux des disciples différents, de leur disposition, de leur mentalité, etc. Et c'est pour cette raison que certains de ses disciples seraient tombés dans le nihilisme en entendant dire que rien n'existe véritablement. Et donc ils en auraient déduit que rien n'existe du tout. Et donc au lieu de tomber dans le nihilisme, c'est mieux de rester quelque part dans l'éternalisme de façon temporaire et d'accumuler des mérites et d'avoir les conditions pour comprendre plus profondément en fait ensuite la vacuité. Donc c'est de cette façon qu'il a conduit les disciples de façon graduelle avec les assertions des différentes écoles. Il faut que tu prennes un micro si tu veux parler, s'il te plaît. Merci. J'ai une impression bizarre, c'est-à-dire que tu dis le Bouddha a fait des sutras de différents niveaux et ensuite on parle d'école. Est-ce que ce sont des gens qui se réunissent et qui réfléchissent sur les paroles du Bouddha et qui les analysent et à ce moment-là on parlerait au subjonctif en disant pour eux ce serait comme ceci, comme cela. Et je crois que c'est ce qui me trouble. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, là. En fait, si tu... Bon, les systèmes des tenets, des écoles philosophiques comme ça, oui, c'est quelque chose qui est un peu reconstruit et qui est interprété différemment aussi dans différentes écoles. Par exemple, si vous lisez... Après le Bouddha ? Oui, après le Bouddha. Ah, ouais, d'accord. Ouais, après le Bouddha. Au long des siècles. Et même chez les Tibétains, c'est assez récent. Si vous lisez ce livre, par exemple, il dit que nulle part, il y a un texte qui se dit Sotrantika, comment on dit les Sotrantika, comment on les appelait? Les Sotrantika, ou ceux qui suivent les sutras, hein, la deuxième école. En fait, on ne trouve pas d'auteur et on ne trouve pas de texte Sotrantika. C'est juste des passages de certains textes qui expliquaient les Chittamatras qui sont interprétés différemment. Où il y a dans certains textes qui sont Chittamatras, il y a des passages qui prennent la vue Chittamatra et il y a des passages qui prennent une autre vue. Et si tu veux, ça c'est un peu une reconstruction historique qui a été faite, tu vois. Et ça, il explique bien là parce que même ce qu'il dit ici, si tu veux, non, ça va. Ouais. Ce qu'il dit ici, même, c'est
quelquefois, il dit c'est les Gelugpa qui interprètent ça comme ça et personne d'autre interprète ça comme ça, tu vois. Donc c'est des interprétations, c'est un peu des modèles qui ont été reconstruits à partir des textes historiquement, tu vois. Bon, c'est ce qu'on dit, il y a après, à partir des... Bon, si tu lis ça, tu vois, historiquement, c'était d'abord les écoles Hinayana. Tu vois, d'abord les Vaibhashika et les Sautrantika, et après les écoles Mahayana, en fait, elles se sont développées plus à partir de Nagarjuna et Asanga. Nagarjuna qui est venu quoi, au IIe siècle après Jésus-Christ, et Asanga qui est venu, je ne sais pas si c'est au 5e siècle. Hein. Et on dit en fait... Nagarjuna, on dit que pendant tout ce temps, depuis le temps du Bouddha, c'était surtout les écoles Hinayana qui prédominaient et que les interprétations, disons, Mahayana et même les textes Mahayana étaient sous la surface. Hein, et n'ont refait surface qu'à cette époque-là. C'est pour ça que l'on appelle Nagarjuna et Asanga, on les appelle les pionniers, ceux qui ont ouvert la voie des Chittamatra et des Madhyamika. De la voie du milieu, c'est-à-dire des écoles Mahayana qui ont fait résurgence beaucoup plus tard. Voilà, et ils disent par exemple toute la voie, les écoles, les philosophies de la voie du milieu, les philosophies Mahayana sont basées sur les sutras de la perfection de la sagesse. Donc qui sont des sutras du Bouddha, en 100 000 vers, en 25 000 strophes, pardon, 100 000 strophes. Donc les sutras de la perfection de la sagesse, détaillés, intermédiaires et brefs. Par exemple, les sutras en 8 000 strophes de la perfection de la sagesse, dont on a un résumé dans le sutra du cœur. Tout ça, c'est des textes Mahayana qui ont fait résurgence avec Nagarjuna au début de l'ère chrétienne, à peu près. Donc, historiquement, c'est compliqué. C'est pas des écoles où il y avait un panneau, on est des sutras, c'est pas du tout ça. Voilà. C'est plutôt... Pas forcément... Enfin, oui, mais pas forcément qui se sont réunis, qui se sont appelés comme ça. Ouais. C'était des courants philosophiques qui existaient, qui se sont influencés, et après, c'est un peu une reconstruction à partir de philosophies qui ont existé, mais un peu une reconstruction pour essayer de systématiser et de comprendre. Comme on fait un peu un système pour apprendre à l'école ou à l'université, pour arriver à se figurer qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, c'est plutôt ça. Après Geshe-la, donc on est venu au Vaibhashika. Donc les Vaibhashika, c'est les autonomistes. Hein. Donc il a vu les 4 écoles à tour de rôle en donnant la définition et en donnant qu'est-ce que c'est une vérité pour eux, une vérité ultime, et qu'est-ce que c'est une vérité conventionnelle. Hein. Donc les autonomistes, c'est comme ça qu'on dit. C'est un philosophe du Hinayana qui n'admet pas l'autoperception, qui soutient l'existence réelle des objets extérieurs. Donc, pour les écoles hinayanistes, les phénomènes sont dotés d'une existence véritable. Donc, un Vaibhashika, un particulariste, admet l'existence réelle et soutient que les objets extérieurs existent réellement en tant qu'objets extérieurs. Et donc, à partir de là, on en vient à l'explication par les particularistes des deux vérités. La vérité. Alors, on voit que c'est différent, c'est très différent, la vérité ultime et la vérité. Ce à quoi se font référence ces vérités ultimes et conventionnelles dans les écoles Hinayana et ce à quoi ça fait référence dans les écoles Mahayana. Ça, c'est différent. Parce que dans les écoles Mahayana, ça fait référence au non-soi, à la vacuité, en fait. Ça fait référence à la vacuité. Alors que dans les écoles Hinayana, ça fait référence à quoi? Chez les Vaibhashika, chez les particularistes, ça fait référence à des
particule indivisible. C'est ça qui est ultime, hein, chez les particularistes. Et chez les Sautrantika, chez les tenants des discours, ce qui est ultime, c'est quoi? Ce qui est ultime, ce sont tous les phénomènes impermanents. Hein, tous les phénomènes impermanents qui sont perceptibles par une perception directe. Hein, tout ce qui est perceptible directement, ça c'est ultime pour eux. Donc c'est vraiment, dans chaque école, ça se réfère à quelque chose de très différent. Hein. Et donc il faut essayer de savoir, de comprendre pourquoi. C'est pas forcément facile. Mais je vais vous lire un petit peu encore Dreyfus à la page... voyons où c'est que j'en suis là. Page 16-17. Là, il explique un peu la compréhension des deux vérités dans l'école Vaibhashika, c'est-à-dire les particularistes. Hein. Il dit... Le test pour différencier ce qui est ultime de ce qui est conventionnel est de savoir si lorsqu'on détruit l'objet, qu'on le dissèque, la perception de l'objet demeure ou disparaît. Par exemple, un vase, si on le frappe avec un marteau, la perception disparaît. Donc c'est un objet qui existe, mais seulement à un certain niveau. Car lorsqu'on va plus profond, l'objet disparaît et ne peut plus exister. Donc pour ça, il est conventionnel. Parce que, en fait, si on va loin, on peut le disséquer, il disparaît. Il n'y a que ceux qui résistent à ce type d'analyse qui va être considéré comme vérité ultime chez eux. Donc, ce qu'il explique ici, les objets qui appartiennent au domaine de la vérité ultime, pour eux, c'est les phénomènes qui résistent à l'analyse ultime. Ceux pour lesquels on ne peut pas dire, quelle que soit l'analyse ultime que l'on fasse, arriver à un stade où le phénomène disparaît. Par exemple, les particules subatomiques, les moments de conscience. Donc, dans cette tradition, en fait, des particularistes, c'est la tradition de l'Abhidharma. Donc, du point de vue de l'Abhidharma, lorsqu'on analyse un objet physique, on découvre qu'il est fait d'atomes qui, eux, sont faits de la congrégation de 8 particules. Ces particules sont ultimes car on ne peut pas les subdiviser. De même, dans le domaine de la conscience, les moments de conscience infimes, qui ne durent qu'un instant, sont des phénomènes ultimes. Et donc, il explique ça en disant en quoi cette analyse ultime est-elle ultime? C'est parce que dans cette tradition, en fait, le non-soi va être compris en décomposant les choses en parties. C'est en comprenant que les choses sont faites de parties, on arrive à la compréhension du non-soi. C'est en comprenant que la personne est faite de parties, d'agrégats, que l'on arrive à la compréhension du non-soi. Donc, dans l'Abhidharma, on met l'accent sur l'analyse qui décompose les phénomènes. C'est la stratégie abhidharmique. C'est-à-dire que en séparant toutes les parties, finalement, on ne trouve rien qui soit le soi. Et moi, bon, ça me rappelle un petit peu, bon, je ne peux pas dire que c'est exact philosophiquement, mais si vous avez fait Vipassana, qu'est-ce qu'on fait à Vipassana? Hein? Ben, on observe les moments. Et finalement, on ralentit tout. Et qu'est-ce qu'on trouve finalement? On trouve que des moments de conscience, ou quoi que ce soit la conscience, ou le son, ou tout l'objet que l'on prend, en fait, attends,
j'ai pas terminé. On trouve des moments qui se suivent et qui sont impersonnels, hein, qui durent un très court moment. Et en fait, on ne voit que ça. On ne voit que des moments, que des parties impersonnelles qui se suivent. Et si on médite de cette façon-là, en fait, il n'y a pas de contenu. Il n'y a rien là-dedans. Qui soit un contrôleur, qui soit statique, qui soit... Hein. Et donc, ça se rattache à ça, chez les Vaibhashika. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu cette expérience qu'on peut avoir à Vipassana, par exemple. Hein. Si vous faites Vipassana, c'est tout... Vous avez des petits bouts partout. Hein. C'est tout des instants courts, impersonnels. Hein. Et il n'y a rien d'autre, en fait. Donc, la différence entre les Hinayana et les Mahayana, c'est que les Hinayana ne parlent pas du non-soi du phénomène. Ils disent que les phénomènes existent véritablement. Ils ne parlent pas du non-soi du phénomène. Donc, il y avait aussi... je vais vous lire ça parce que c'est... donc, les phénomènes... Ne pas accepter le non-soi des phénomènes... Est-ce que ça veut dire que les écoles Hinayana pensent qu'il n'y a que la personne qui soit non-soi et que toutes les autres choses sont en dehors du non-soi? Parce qu'il n'y a pas de non-soi des phénomènes. Hein. Est-ce que ça veut dire qu'on parle du non-soi que pour la personne finalement? Et toutes les autres choses sont en dehors du non-soi. Et donc là, il en vient parler que, par exemple, est-ce que les écoles Hinayana dirait que ce micro, il est soi ou non-soi. Donc, il est non-soi de la personne. C'est ce dont on parlait Geshe-la. Et c'est comme ça qu'on s'exprime. Il est non-soi de la personne. En fait, cela veut dire que pour les Hinayanistes, le non-soi de n'importe quel phénomène ne se conçoit qu'en relation avec la personne. À première vue, cela paraît être une chose bizarre. Mais c'est tout à fait normal parce que le fondement du bouddhisme est la libération de l'individu par la compréhension de cet individu, de la façon dont il existe et dont les choses existent. La base du bouddhisme est la transformation de notre perception de nous-mêmes et des choses. Or, lorsque nous entrons en interaction avec les choses, nous assumons naturellement les choses comme étant miennes ou autres. C'est notre façon de nous comporter envers nous-mêmes et envers le monde. Et cet enseignement est donné en fonction de notre façon de nous comporter. Ce niveau de non-soi est la compréhension que les phénomènes existent, mais ils n'existent pas en tant qu'objet d'une personne qui existerait d'une façon substantielle et autosuffisante, comme objet d'un soi, comme objet d'appropriation d'un soi. Donc les phénomènes, quand on dit qu'ils sont non-soi de la personne, ça veut dire qu'ils ne sont pas les objets d'une personne qui existerait de façon substantielle et autonome. C'est tout ce que ça veut dire. Ils seraient inclus. Non, parce que si tu veux, l'essentiel dans la démarche, c'est la personne et la libération de la personne. Et donc tous les autres phénomènes sont rattachés à la personne en tant que miens, quelque part. Mes objets d'utilisation, c'est des objets de la vue, c'est des objets des sens, c'est des objets auxquels je me relie, tout l'environnement, tout l'extérieur. Finalement, c'est mes objets, la façon dont je me relie. Et donc, la façon dont il parle du non-soi dans ces écoles, on ne parle pas du non-soi des phénomènes, mais on parle juste du non-soi de la personne, en rapport avec la personne, parce qu'il n'y a pas de personne qui ait une existence substantielle et autonome, mais aussi en relation avec tous les autres phénomènes qui sont les objets de jouissance ou d'appropriation de la personne, en disant que ces objets ne sont pas les objets d'appropriation ou de jouissance d'une personne qui existerait de façon substantielle et autonome. C'est tout ce que ça veut dire. Donc on inclut tout dans le non-soi des personnes.
Mais les phénomènes, eux, on ne parle pas du non-soi des phénomènes. Dans les écoles Hinayana. C'est pour ça qu'ici, vous avez pas, hein, dans le tableau de non-soi grossier et subtil, pour les sutras et grandes expositions, aucun. Ils acceptent un soi des phénomènes. Les phénomènes existent véritablement. Ensuite, donc on n'a plus trop de temps. Ensuite, donc, on a parlé des... Donc ensuite, on a parlé, je ne vais pas y aller parce que c'est un peu trop... juste en gros, donc, chez les Chittamatra, donc, après on passe aux écoles mahayanistes. Hein. Donc l'esprit seul, ou Chittamatra. Hein. Donc eux, ils disent que les phénomènes, ils n'acceptent pas l'existence des phénomènes extérieurs. Hein. Ils n'acceptent pas l'existence des phénomènes extérieurs. Ils disent que tous les phénomènes sont de la nature de la perception, de la conscience, parce qu'en fait, c'est une empreinte karmique qui mûrit, qui donne naissance à la fois à la perception et à l'objet, et à l'expérience d'un objet par la conscience. Hein, et ça vient de la maturation d'une même empreinte. C'est pour ça qu'ils disent que les objets extérieurs n'existent pas en tant qu'objets extérieurs, ils sont tous de la nature de la conscience. Hein. Donc, ils n'admettent pas les objets extérieurs, ils affirment l'existence réelle de l'autoperception. Donc l'autoperception, en fait, c'est quelque chose qui naît avec chaque conscience et qui est la conscience qui se perçoit elle-même. Hein. Et ils disent ça c'est nécessaire pour pouvoir se souvenir que j'ai eu telle expérience. Il faut qu'il y ait une partie de la conscience qui est autoperceptive. La conscience est autoperceptive pour que je puisse me rappeler que j'ai vu telle chose ou j'ai entendu ceci, cela. Après, il parle des trois natures. Dans cette école, les trois natures, c'est les phénomènes dépendants. Donc, ça veut dire les phénomènes impermanents, qui dépendent de causes et de conditions. Après, les phénomènes imputés. Et les phénomènes Yongdup, qui sont complètement établis. Donc, les phénomènes complètement établis, parfaitement établis, c'est les vacuités. Donc ça c'est la vérité ultime, et les autres, les phénomènes indépendants et les phénomènes imputés, ce sont la vérité relative. Donc juste pour résumer, quand on parle de ces trois, c'est ça. Hein. C'est dépendant, les natures dépendantes. Ouais. J'ai dit indépendant ? Oui, dépendantes. Les natures dépendantes, les phénomènes dépendants, les phénomènes imputés, parfaitement établis. Donc, les parfaitement établis sont la vérité ultime, les deux autres sont la vérité relative. Et en fait, seuls les phénomènes dépendants et parfaitement établis existent réellement, et les phénomènes imputés n'existent pas réellement. Véritablement. Donc, Geshe-la a donné aussi la définition de ce que ça veut dire exister véritablement pour les Chittamatra, hein, qui n'est pas seulement imputé. Ça existe véritablement, c'est pas simplement imputé. Si c'est simplement imputé, ça n'existe pas véritablement. Donc, on va arrêter là, hein, je pense. Oui. Ouais. Oui, alors les trois apparences. Donc, quand on parle d'apparence dualiste, il y en a trois niveaux. Le premier, c'est la dualité entre le sujet et l'objet. C'est-à-dire le sujet et l'objet apparaissent comme étant séparés, différents.
Ensuite, la dualité qui est l'apparence de l'objet conventionnel. L'objet conventionnel apparaît. Et le troisième, c'est la saisie d'apparence véritable. Donc ça, c'est aussi, ça fait partie de l'apparence dualiste. Et donc à ce sujet, justement parce que quand on parle de vérité ultime chez les Chittamatra, hein, la vérité ultime, c'est ce qui est réalisé par la perception avérée, directe, et qui le réalise lorsque s'évanouit l'apparence dualiste. Les trois, en fait. Et Geshe-la, là, il a expliqué... je pense qu'ils attendent dehors. Juste, je termine avec ça. Donc, juste pour... ouais. Un point intéressant qu'a fait Geshe-la ici, c'est que tous les objets trouvés par les perceptions avérées directes, sensorielles, sont dotés d'apparences dualistes. Les trois types d'apparences dualistes sont présentes, par exemple, dans une perception visuelle, ce qui en fait une vérité conventionnelle. Et après, Geshe-la a parlé d'une perception d'équilibre méditatif sur l'impermanence. Donc, c'est une perception en équilibre méditatif sur l'impermanence, donc c'est une perception directe yogique. Et donc, on pourrait penser que c'est une vérité ultime, l'impermanence qui est réalisée à ce moment-là. Mais Geshe-la fait le point, justement, parce que quelquefois on dit ça, l'impermanence, réalisation de l'impermanence, même en équilibre méditatif, c'est une vérité conventionnelle. Et on peut se demander pourquoi. Et là, il a expliqué en fait que en fait, il y avait dans une telle perception sur l'impermanence, la dualité entre le sujet et l'objet disparaissait, mais les deux autres dualités perduraient. C'est-à-dire qu'il y avait l'apparence d'un objet conventionnel. En fait, l'impermanence, c'est un objet conventionnel, je pense. Et donc, il y a l'apparence d'un objet conventionnel, et puis il y a aussi la saisie d'apparence véritable. Donc, même s'il n'y a plus l'apparence de l'objet du sujet, c'est un phénomène conventionnel. Merci.